Bonjour et bienvenue sur cette vidéo réalisée par Krebstat relative à la formation, suivi, évaluation des projets avec la méthode de la valeur acquise. Il faut d'emblée dire que la recherche de développement est au cœur des préoccupations des différents pays et il est mis en exergue les initiatives de développement pour pouvoir y arriver et qui nécessite la mobilisation des ressources, notamment financières, via les partenariats sous forme d'aide publique au développement. Mais l'efficacité de l'aide publique au développement ne fait pas l'unanimité, ce qui conditionne donc la mise en œuvre du projet par l'utilisation de la gestion axée sur les résultats dont le suivi et évaluation est un pilier essentiel. Et au regard de cela, plusieurs méthodes sont utilisées pour suivre et évaluer les performances d'un projet, parmi lesquelles on a l'analyse de la valeur acquise, qui est un outil indispensable pour le contrôle des performances du projet et donc qui permet de mesurer si le projet se réalise conformément aux attentes du projet. C'est pour ça que cette présentation, nous allons revenir sur les notions de projet, de suivi et évaluation, avant d'aborder les aspects liés à la valeur acquise, en abordant 4 choses majeures, notamment la définition, les valeurs et indicateurs qui y sont associés et leur utilisation pour l'ajustement du budget et de l'échéancier, avant de présenter quelques limites de la dite méthode. Pour ce qui est du projet, nous retenons tout simplement que un projet est une initiative temporaire visant à atteindre un objectif spécifique en utilisant des ressources limitées, c'est-à-dire bien définies. Autrement dit, un projet a une date de début et une date de fin, a un objectif et ressources limitées, c'est-à-dire que le temps est limité, les ressources financières sont limitées et les ressources humaines également sont limitées, ce qui nécessite donc une bonne planification pour pouvoir exécuter le projet avec un meilleur suivi. Et un projet prend la forme de création d'un produit, la délivrance d'un service, ce qui donc a généralement le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Et dans la mise en œuvre de projet, donc on va évoluer pour atteindre une finalité, donc un résultat tel que le projet défini, avec des objectifs bien précis, les ressources humaines et matérielles bien définies dans le temps. Et quand on parle de la gestion de projet, on doit s'inscrire dans le triangle d'or qui réalise ou des conditions d'équilibre entre le coût, le temps et l'envergure. C'est-à-dire que lorsqu'on a mis en place un projet, il y a un coût donné, il y a un temps donné et il y a une envergure qui est définie. Et le gestionnaire de projet va faire le maximum pour gérer ces 3 éléments afin de conduire à bon pour ce projet. Toutefois, il peut y arriver des conditions où on est obligé de délaisser une des conditions pour pouvoir avancer. Et cela donne généralement lieu à des projets que l'on peut voir sur ce tableau, tel que si la priorité c'est par exemple les délais, priorité numéro 1, et priorité numéro 2 le coût. On parle des projets speed, ça veut dire que c'est vraiment les coûts, les délais qui prévaut et on doit faire le maximum pour pouvoir les réaliser. Il y a aussi des projets, par exemple, dont le premier critère à respecter est la qualité et dans le deuxième, par exemple, est les délais. Donc là, on parle des projets grands seigneurs, des projets vraiment qui consomment beaucoup de ressources essentielles que la qualité soit respectée dans les délais et ainsi de suite. Mais le gestionnaire de projet doit faire le maximum pour pouvoir contenir tout cela et gérer le triangle d'or tel que présenté. Et tout au long de ce projet, il y a un cycle qui commence par le démarrage, la planification, l'exécution et la clôture. Et tout au long de ce processus, il y a le suivi qui s'exécute et également, à un moment donné, donc à des périodes bien précises, il y a l'évaluation du démarrage, l'évaluation à l'exécution et l'évaluation donc à la clôture. Donc on aura 3 évaluations au minimum. L'évaluation au démarrage, donc l'évaluation initiale pour mettre les lignes de départ sur notamment les indicateurs. Il y a
l'évaluation à mi-parcours pour voir si les conditions sont toujours réunies pour avancer, et l'évaluation de clôture pour voir si les extras, donc des produits, ont été délivrés avant plus tard d'organiser une évaluation d'impact pour voir si le projet a pu impacter une situation supra. Et pour cela, il y a 5 critères qui permettent d'évaluer un projet. Il y a la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité. On pourra revenir en détail sur ces critères dans d'autres présentations. En termes de suivi, cette fois-ci, ce qui fait qu'on peut réussir un projet, ça veut dire que respecter les critères, il faut donc suivre. Et le suivi, c'est justement le fait d'observer le déroulement d'un processus et de faire le point de la situation présente, d'anticiper l'avenir pour donc évaluer le chemin restant et à parcourir et les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour y arriver. Donc le suivi ici consiste à 2 choses. D'abord, on fait le point en comparant la planification et l'exécution, mais aussi en regardant ce qui reste à faire, quels sont les moyens nécessaires pour y arriver. Et quand on parle de moyens, c'est bien sûr le temps, le budget et garantir aussi la qualité et les hommes qui y sont derrière. Et donc, nous avons ce processus qui se déroule en 5 étapes, et à chaque fois, quand on regarde l'état d'avancement, on compare toujours à l'échéancier et au budget de référence. Parlons maintenant de la méthode de la valeur acquise à proprement dite. La valeur acquise est un concept utilisé en gestion de projet pour mesurer la performance d'un projet par rapport à son planning et à son budget. Donc, il permet donc d'évaluer la valeur des travaux réalisés par rapport aux ressources qui y sont mises à notre disposition. Ça veut dire que le temps, le coût, ainsi de suite, qui ont été investis à un moment donné du projet. Donc, à chaque fois, on aura une date où on va faire le point pour voir est-ce qu'il y a une divergence ou une convergence entre la réalisation et la planification en termes de réalisation. Et cette valeur permet, si le projet avance conformément aux prévisions initiales, et d'anticiper éventuellement les ajustements au cas où cela ne se respecterait pas, et cela va donc nous conduire à atteindre les objectifs compris. Et donc, l'avantage est que c'est une méthode qui nous permet de réaliser rapidement la détection des écarts entre les performances réelles et les prévisions, et donc permet une gestion proactive des risques et des problèmes potentiels. C'est aussi un outil très transparent qui nous permet donc de facilement communiquer et de bien discuter sur les décisions qu'on aurait dû à prendre. Et donc, c'est très motivant pour une équipe de faire usage de cette méthode pour pouvoir avancer. Alors, quels sont les indicateurs et les valeurs qui sont associées? Nous allons déjà commencer par parler de la valeur planifiée. La valeur planifiée, c'est la qui équivaut au coût budgétisé pour le travail qui est prévu. Et cette information est disponible à travers le document de projet. Donc, depuis la feuille de planification, on a déjà pour chaque tâche le coût qui est associé, et cela dans le temps. Donc, on peut avoir la tâche numéro 1 à la tâche numéro N, les coûts qui sont associés, donc qui sont planifiés, et cela dans le temps. Pour dire que par exemple en juin, en juillet, en août jusqu'en décembre, quelles sont les dépenses que nous pouvons alors effectuer. Ce qui fait que on peut donc tracer ce qu'on appelle une courbe en S pour pouvoir comprendre l'évolution de ça. Donc ici par exemple nous avons de T1 à T6 la durée qu'on a pu illustrer ici, et en ordonnée nous avons le cumul des dépenses tout au long du projet. Alors nous constatons qu'entre T1 et T2 il y a une stagnation d'abord des dépenses, c'est ce qui correspond à la phase de démarrage du projet où il y a encore moins de dépenses parce que toutes les parties prenantes ne sont pas encore à l'œuvre et on n'a pas encore commencé à faire des dépenses maximum pour pouvoir booster cela. Et on constate que entre T2 et T4, c'est une
ont une hausse exponentielle, s'il faut le dire, des dépenses, ce qui correspond à la phase d'exécution. Et donc, on gère beaucoup plus sur des factures et le projet est vraiment dans sa phase critique. Et ensuite, ça va encore stagner au-delà de T4 parce que nous abordons la phase terminale, donc la phase de clôture du projet, ce qui, donc, augure des moindres dépenses parce qu'on aurait déjà beaucoup dépensé, plus de 60% comme on le stipule généralement dans l'évaluation des projets, dans la phase d'exécution. Et donc, cette courbe peut être tracée avant même de commencer le suivi parce que avec le document de projet, on peut déjà avoir ces éléments-là. Ensuite, nous avons le coût réel. Le coût réel, c'est ce que nous observons maintenant sur le terrain. À chaque fois que nous faisons le contrôle à la date d'état, donc à une date T de suivi, on constate qu'est-ce qu'on a dépensé pour le travail effectué. C'est ce qu'on appelle donc le coût réel. Et ce coût réel peut correspondre à la valeur planifiée si vraiment on a de l'idéal où la planification c'était maximum bien fait et tout est parfait et on peut avoir donc CR qui est égal à VPI, mais ce qui est généralement pas le cas parce que comme nous le savons, le projet évolue dans un environnement dynamique qui a beaucoup de risques, donc il n'est pas vraiment évident d'avoir cette coïncidence. Et donc on peut superposer donc les deux courbes et on se rendra bien compte que la courbe en rouge il y a la courbe des coûts réels et la courbe en bleu, c'est la courbe de la valeur planifiée. Dans cet exemple, nous avons vu que à chaque période, à chaque date d'état, le coût réel est supérieur à la valeur planifiée. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça c'est une illustration. On peut bel et bien être dans le cas inverse où la valeur planifiée est inférieure au coût réel ou inversement. Alors, ce que nous n'avons pas encore jusqu'à présent, c'est la valeur acquise. C'est quoi alors la valeur acquise? La valeur acquise correspond au coût budgétisé du travail effectué. Ça veut dire que nous allons évaluer le travail effectué, mais pas au coût réel, mais au coût planifié. Ce qui fait que nous allons comparer à chaque période et la réalisation et la planification. Et donc, cette valeur acquise est toujours calculée indépendamment du coût réel et cette valeur acquise aide à évaluer et à mesurer donc les performances et l'avancement du projet. Elle est donc indissociable des notions de planification et de coût réel. Et lorsqu'on superpose les courbes, on peut donc avoir la courbe en vert qui est la courbe par exemple de la valeur acquise. Et comme je disais, le positionnement de cet exemple n'est pas l'idéal ou n'est pas parfait ou n'est pas unique. Les courbes peuvent changer de position à tout moment. Un peu l'exemple que nous montrons ici, nous avons quatre cas de figure où les courbes peuvent être à un moment donné au-dessus de tous et inversement. Par exemple ici, le cas 1 et le cas 3, nous voyons que le coût réel est supérieur aux autres coûts tout au long du projet. Alors que dans les cas 2 et 3 et 4, pardon, nous avons l'inverse où à un moment donné, le coût réel devient inférieur à l'ensemble des autres coûts. Ou au-delà de ça, maintenant, quand nous regardons cela, nous prenons par exemple un premier cas, on peut analyser tous les cas, mais ici on a pris le premier cas pour illustrer maintenant les écarts qui sont très capitaux dans le cas de la méthode de la valeur acquise. Il y a l'écart entre la valeur acquise et le coût réel. Il y a aussi ce qu'on appelle la variance des coûts. Il y a aussi la variance des délais, c'est la comparaison entre la valeur acquise et le coût planifié. Et ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle l'échéancier acquise, ce qu'on appelle le EA, qui nous montre quelle est la date auquel on devrait avoir la valeur acquise actuellement si tout était bien planifié. Ça veut dire que on prend d'abord la date d'état, quel est le niveau de la valeur acquise, et ensuite on fait sa projection sur la valeur planifiée et on détermine donc le EA ici. Par exemple, ça tombe sur T3. Et donc, en fonction de ces écarts, nous pouvons maintenant analyser d'autres valeurs et indicateurs très nécessaires pour donc suivre la performance du projet en termes de consistance, en termes de coût et en termes de délai. En termes de consistance, qu'est-ce que nous appelons par consistance ici? C'est vraiment la réalisation de l'œuvre. Donc, quand on veut analyser cela, il est de coutume donc de comparer à la date d'état
c'est-à-dire à la date où on fait le suivi, la valeur acquise et le coût planifié. Et cette comparaison, nous pouvons la faire avec les valeurs absolues, ça veut dire la différence entre les deux ou le rapport. Si nous faisons en termes de différence, on va donc parler de la variance des délais. Et si nous parlons en termes de rapport, on va parler de l'indice de performance de planning. Et donc ici, nous avons le récap de ces deux formules, la différence VA moins VP pour avoir la variance des délais. Et on peut aussi avoir l'indice de performance du planning, c'est l'IPP qui est égal à la valeur acquise divisée par la valeur planifiée. Et en termes d'interprétation, nous constatons donc que si la variance des délais est inférieure à 0, ce qui va correspondre à l'IPP inférieur à 1, alors on aura une réalisation des activités avec un retard. Ça veut dire que on accuse un retard. Ça veut dire que on aurait dû déjà dépenser plus dans la consistance que par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Et la courbe va s'illustrer comme ci. Ça veut dire que à l'heure actuelle, on a un déficit par exemple de 30 millions de dépenses parce que la valeur acquise est à 20 alors que la valeur planifiée est à 50. Donc actuellement, on a un déficit donc de dépenses en termes de millions. Mais on va voir comment convertir ça en termes temporels. Si la VD est égale à 0, ce qui correspond à IPP égale à 1, ça veut dire qu'on est au pif idéal sur la planification. Et le cas inverse, maintenant, si la VD est supérieure à 1, ce qui correspond à un IPP supérieur à 1, ça veut dire qu'on est en avance sur la consistance. Ça veut dire qu'on a déjà gagné plus que ce que l'on devait avoir à l'instant T où nous faisons donc notre suivi. Parlons cette fois-ci de les valeurs et indicateurs liés au coût. Donc cette analyse va correspondre à comparer la valeur acquise et le coût réel. Et cette comparaison peut se faire par une différence, ce qui on va obtenir la variance des coûts, ou par le rapport et on va donc obtenir l'indice de performance des coûts. Avec donc les formules qui sont données ici, très simple à calculer. Et que dit donc l'interprétation? Si la VC est inférieure à 0, ce qui correspond à IPC inférieur à 1, ça veut dire qu'on a dépensé plus que ce qu'on avait planifié. Ça veut dire que pour cette tâche ou cette composante ou même ce projet, on risque d'avoir donc des surcoûts. Donc on a un écart très élevé entre la valeur acquise et le coût réel qu'on a dépensé. Donc c'est l'écart entre la courbe verte et la courbe rouge à un instant donné. Et ici, VC est égal à 0, ce qui correspond à IPC égal à 1, on est à l'équilibre, tout est parfait. Et le cas contraire, ça veut dire qu'on est dans le bon parce qu'on fait des économies, on a une valeur acquise qui est supérieure au coût réel. Ça veut dire qu'on peut donc avoir plus de marge de manœuvre, on fait des économies même sur la composante ou sur le projet. En dernier, nous avons les indicateurs qui parlent des délais. Et le délai ici, c'est un peu plus complexe à comprendre, mais c'est très simple, c'est comme on a vu sur le graphique. Ici, il s'agit vraiment de convertir la dépense, les retards en dépenses monétaires en termes de temps. Ici, donc, il s'agit de comparer la date d'état de contrôle à la date qu'on appelle l'échéancier acquise, qui correspond à la date où la valeur planifiée serait égale à la valeur acquise à la date d'état. Et cette comparaison, si on la fait en valeur absolue, on va parler donc de retard. Et si on fait du rapport, on va parler de l'IPD, donc l'indice sur la performance des délais, avec des formules telles que ici. Et donc, on aura un retard qui est égal à échéancier acquis moins la date d'état, en temps de durée, et l'indice de performance des délais qui n'est que le rapport entre l'échéancier acquis avec la date d'état en termes de durée, et on aura donc la performance de ces éléments-là. Et tout ce que nous allons avoir maintenant, ces indices, et comme on a vu au niveau aussi il y a aussi une interprétation qui est liée et qui est pratiquement la même par rapport à ce que nous avons vu au départ avec les formules. Et donc, tout ce que nous avons maintenant ici, en termes d'indices, ça nous permet déjà de comprendre où nous sommes avec le projet. Est-ce que nous avançons bien en termes de coût, de délai, de consistance?
Maintenant, si nous n'évoluons pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, nous allons regarder maintenant ça pour comprendre comment maintenant nous allons utiliser les indices pour réajuster le budget ou pour réajuster l'échéancier afin que nous puissions atteindre les résultats escomptés. Bien, parlons cette fois-ci donc du réajustement du budget et de l'échéancier. Donc, comment nous allons utiliser les indices tels qu'on a vu, les indices pour pouvoir donc réajuster le budget et l'échéancier de notre projet. Et cela, nous allons bien comprendre avec le graphique qui nous est présenté ici. Alors, qu'est-ce que nous constatons? C'est que selon la planification, le projet devait se terminer à T8 et avec un budget qui voisine autour de 63 en termes d'unités monétaires tel que élucidé. Mais le projet évoluant dans un environnement incertain avec plein de risques qui peuvent avoir l'influence sur les coûts, qui peuvent aussi avoir une influence sur le délai, alors nous allons observer toutefois une modification de points. Et dans le cas présent, nous avons vu qu'il y a une hausse en termes de coûts et un allongement en termes de délai. Mais dans d'autres projets ou dans d'autres circonstances, ce point peut bouger dans le cas de sens. Ça veut dire que le coût peut baisser, les délais peuvent augmenter, ainsi de suite. Et le cas présent, nous allons voir comment réajuster des choses pour avoir la bonne date qui correspondrait à la fin du projet et le coût qui sera alloué donc pour bien finir le projet, tout en gardant à l'esprit que la consistance ici, ça veut dire que la portée, ce qui devait être réalisé va rester en l'état, et donc nous voulons donc bouger deux éléments, le temps et par exemple le coût, pour pouvoir donc arriver à satisfaire les bénéficiaires. Donc nous allons regarder comment on peut réajuster le budget. Et pour réaliser le budget, nous aurons 4 hypothèses. La première hypothèse est que la suite des activités sera exécutée selon la planification de référence. Autrement dit, la suite des activités ne sera pas influencée par les performances qu'on a du passé, en supposant donc que ce qui nous est arrivé, c'est un cas de force majeure et les choses vont revenir dans les normes et tout va s'exécuter très bientôt. Il s'agit ici juste d'une translation. Alors, à ce niveau-là, donc, l'estimation du budget à l'achèvement sera égale tout simplement au coût réel, à la date qu'on fait l'état, donc à la date T, auquel on va ajouter ce qu'il reste à faire par rapport à ce qui a été planifié. On a déjà la valeur acquise et on a le budget planifié. Donc, il reste la différence entre budget planifié moins valeur acquise. Et c'est cette différence que nous allons ajouter au coût réel qu'on ne peut plus changer et qu'on aura donc l'estimation du budget à l'achèvement, donc le EBA. Si nous pensons que ce n'est pas possible, ce qui est généralement pas le cas si rien n'a changé, nous allons constater la deuxième hypothèse conforme, c'est que la performance sur les coûts va influencer le reste des activités. C'est la même équipe, les habitudes de travail n'ont pas changé. Donc, les performances du passé vont être reconduites pour la suite. Et donc, la valeur BP moins VA va être corrigée en la divisant par l'IPC. Et nous allons donc constater que si l'IPC est supérieur à 1, ça veut dire que la performance elle est bonne, ça veut dire que les délais qui restent vont encore être réduits, donc le EBA sera un peu plus faible. Par contre, si le IPC est inférieur à 1, alors à ce niveau-là, donc, on va augmenter le budget des activités restantes. Alors, la troisième hypothèse, c'est que la performance liée au coût et au délai vont influencer le reste des activités. Et à ce niveau-là, donc, on ajoute une condition, donc la différence, ce qui reste à dépenser, BP moins VA, va être encore corrigé par l'IPC et l'IPP. Et donc, si ce produit est supérieur à 1, tant mieux. Ça va conduire à ce que la performance soit bonne, donc on réduit le coût. Mais sinon, ça va encore exploser. Et s'il y a des changements majeurs au niveau du projet, donc nous sommes dans l'hypothèse 4, où on constate que il y a des changements majeurs au niveau du projet, le reste des activités peut ne pas être influencé par les performances du côté.
Donc nous allons prendre le coût réel actuellement et ajouter à ça le budget des activités récentes qui serait réajusté. Parlons cette fois-ci du réajustement donc de l'échéancier. Alors pour l'échéancier, nous avons 3 cas de figure qui vont se présenter à nous. Ça veut dire que c'est un déplacement horizontal donc du point. Et donc la première hypothèse, c'est comme ce qu'on a vu dans le cas du budget, c'est que les activités vont se dérouler conformément à la planification de référence. Ça veut dire qu'on a eu juste un cas de force majeure, donc on a simplement une translation. On va ajouter au délai écoulé qu'on a déjà consommé la durée qui reste. Et la durée qui reste, c'est quoi? C'est la durée prévue pour le projet que l'on va exclure l'échéancier acquis. Ça veut dire ce qu'on a déjà consommé sur cette durée, auquel on va ajouter à la durée écoulée pour avoir maintenant la nouvelle date de clôture, donc la durée estimée du projet. Nous pouvons aussi donc, avec la deuxième hypothèse, donc dire que le reste des activités va être influencé par les performances de planning dans l'IPP. Ce qui fait que nous corrigeons le reste du temps par les performances de l'IPP. Si l'IPP est supérieur à 1, ça va réduire cette durée, mais si l'IPP est inférieur à 1, ça va donc accroître encore cette durée. Troisième hypothèse que nous allons faire, c'est que on va mettre à jour le projet parce que des nouvelles informations, la nouvelle équipe est arrivée, ou il y a d'autres techniques qui ont été enseignées, donc on va plus faire des faux pas, on peut plus tenir compte de l'IPP passé, donc nous allons cette fois-ci prendre la durée estimée comme étant égale à la durée écoulée, plus la durée des activités récentes qui ont été réajustées. Ce qui va nous donc donner un nouveau point orange qui a pour ordonnée, donc en abscisse aura DE et qui a pour ordonnée EBA, tout ce qu'on a vu dernièrement, et cela est dû aux éléments liés au risque et au coût. Ce qui fait que dans la gestion de projet, il est très important de faire la gestion des risques pour que nous ne puissions pas avoir un déplacement aussi lointain de points d'achèvement du projet en termes de coût et en termes de délai. Quelques limites qu'on peut dire sur cette méthode, c'est la dépendance des données. Les données ne sont pas de bonne qualité, on n'aura pas de bonnes estimations. L'autre chose aussi, c'est l'ignorance des aspects qualitatifs, c'est l'hypothèse qu'on fait dessus, que la dépense va être une dépense de qualité si cela est exécuté, et nous mettons beaucoup plus l'accent sur le côté quantitatif, coût et délai. Et il y a aussi cette sensibilité au changement, ce qui fait que même si quelque chose change dans le projet, la valeur acquise ne peut pas capter cela, mais il faut tout simplement faire des hypothèses pour pouvoir avancer sur cette méthode. En conclusion, nous devons tout simplement retenir que la méthode de la valeur acquise est un outil précieux en gestion de projet. Elle permet donc de mesurer avec précision les performances en termes de coût, de délai et offre une possibilité d'ajuster les prévisions en conséquence. En utilisant cette méthode, les gestionnaires de projet peuvent identifier rapidement les écarts qui peuvent se produire entre la planification et ce qui est exécuté et, dans le cas échéant, donner des mesures correctives pour maintenir le projet sur une bonne voie. Il est donc essentiel de comprendre et d'utiliser cet outil pour le succès de notre projet. Dans d'autres vidéos, nous allons montrer comment alors mettre en exergue ou produire ces indices et produire ces graphiques avec MS Projet. Merci